Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Vous êtes maire de Nice, vous êtes aussi le président de la métropole qui rassemble 49 communes autour de Nice et qui constitue une zone, une collectivité très influente et très importante dans cette région. En tout cas très importante sûrement aux yeux d'Emmanuel Macron, puisqu'il a dit hier dans son allocution beaucoup compter sur les maires. On va en reparler. Il a réagi hier soir à la crise des Gilets jaunes. Est-ce que, à votre avis, ces Gilets jaunes ont été entendus ? Bon, on voit que la colère était beaucoup plus profonde que celle concernant la taxe carbone, puisque jour après jour, semaine après semaine, nous avons vu que les revendications allaient bien au-delà. Elles s'empilaient, en effet. Le mal était plus profond et que sans doute Emmanuel Macron a péché en ne répondant pas immédiatement à la revendication sur la taxe carbone. J'espère que les mesures qu'il a proposées hier, qui sont une vraie première, si l'on regarde les derniers quinquennats ou les derniers septennats même. Il n'y a jamais eu une telle réponse à une crise ? Jamais 10 milliards de mesures sociales d'un coup n'ont été annoncées par quelques présidents ou quelques gouvernements que ce soit. Ouais. Est-ce que ce sera de nature à calmer suffisamment cette colère qui n'a cessé de monter jour après jour? Personnellement, je le souhaite. Mais vous en doutez ? J'ai quelques petite part d'inquiétude parce que nous voyons qu'il y a aussi des réactions irrationnelles mais qui ne sont pas condamnables, tellement cette crise a révélé le mal-être d'un immense nombre de Françaises et de Français. Réactions irrationnelles qui sont celles des Gilets jaunes. Vous aviez dit il y a quelques jours qu'il fallait absolument qu'Emmanuel Macron prenne en compte, je vous cite, la condition humaine. Est-ce qu'il l'a fait hier ? Oui, je pense que ces mesures, on ne va peut-être pas toutes les inventorier, mais je n'ai cessé de dire que la CSG imposée notamment aux petites retraites était une erreur grave, que la hausse sur les carburants était une erreur grave, et notamment pour 18 millions de Français qui n'ont aucun moyen de transport sur le territoire où ils se trouvent, et pas de moyens alternatifs. Vous avez dans la métropole décidé un chèque transport, un chèque qui permet d'assumer une partie du coût du transport et du carburant. Est-ce que Emmanuel Macron aurait dû le généraliser à la France ? Les Hauts-de-France le font, la Provence-Alpes-Côte d'Azur le fait à Nice, en tout cas dans la métropole de Nice. Est-ce qu'il fallait l'étendre ? En tout cas, prendre en compte tous ceux qui habitent à des distances importantes de leur domicile, de leur lieu de travail, pardon. C'est ce que j'ai décidé. Nous sommes concertés avec Xavier Bertrand. Il se trouve que dans une métropole comme la nôtre, où nous avons à la fois une zone urbaine et une zone rurale très importante, y compris montagneuse, il y a des gens qui font 150 km par jour d'aller-retour entre les villages du Haut-Pays et le littoral pour pouvoir travailler. Et quand on augmente la taxe carbone, vous imaginez ce que ça représente dans un budget familial sur un mois. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire ce chèque carbone. Alors, soit l'État devrait le généraliser, soit dans le débat qu'il a décidé d'ouvrir avec les maires, faire en sorte que dans cette relation, l'État donne des marges de manœuvre à l'ensemble des communes ou des intercommunalités pour pouvoir prendre de telles initiatives. Le président de la République a appelé les employeurs à verser, lorsqu'ils le peuvent, une prime d'ici la fin de l'année, prime qui sera défiscalisée, qui ne sera pas chargée, comme on dit. Vous êtes un employeur au travers de la ville et de la métropole. Est-ce que vous vous sentez concerné par cet appel ? Alors, je me sens surtout concerné par les heures supplémentaires défiscalisées, parce que je n'ai pas compris hier dans l'intervention du président de la République si celle-ci s'adressait aux salariés du privé ou à tous les salariés. Et moi, je demande très clairement, ce qui était le cas des mesures de Nicolas Sarkozy, que ces mesures s'adressent aussi aux fonctionnaires du public et notamment aux catégories C qui sont les revenus les plus modestes. Et qui sont les plus nombreux. En tant qu'employeur de près de 15 000 salariés, moi je sais combien, pour tous ceux que je croise tous les jours, ils sont demandeurs de faire des heures supplémentaires. Défiscalisées. Donc vous demandez
aussi l'extension de la défiscalisation pour Oui, les emplois je publics. demande très clairement, Ouais. et je voudrais vraiment que dans les heures qui viennent, il y ait une réponse du président de la République sur ce sujet. Est-ce que vous souhaitez que votre parti, les Républicains, soutienne les mesures qui passeront d'une manière ou d'une autre à l'Assemblée? Est-ce qu'il faut voter le soutien au plan d'Emmanuel Macron? Ben, non seulement il faut voter ces mesures, mais il faut aussi avoir le moyen de vérifier si celles-ci seront mises en œuvre dans les plus brefs délais. Et puis je pense qu'il faut profiter de ce débat pour essayer de défendre aussi des choses sur lesquelles les Républicains, ou en tout cas le mouvement de maires que je conduis et qui sont issus de la droite et du centre, la France audacieuse, défendent, je pense par exemple, un Small Business Act à l'échelle des communes ou des intercommunalités, où dès lors que nous mettons dans notre cahier des charges des conditions d'emploi, de formation qualifiée par les entreprises qui ont accès au marché public, celles-ci puissent avoir directement accès au marché public que nous ouvrons. Je rappelle que les collectivités locales, c'est 70% de la commande publique dans notre pays. Et qu'une part de la croissance qui peut financer des mesures de pouvoir d'achat, elle viendra de chez vous. Elle vient de chez nous. Alors précisément, dans l'allocution hier du président de la République, il y avait la recherche ou la promesse d'un nouveau style de gouvernement et d'une nouvelle attention portée aux maires comme relais sur le territoire, relais indispensable qui avait été, semble-t-il, largement négligé jusque-là. Vous y croyez ? En tout cas, c'est un changement de ton. Nous avons réclamé ce dialogue et cette nouvelle empathie à l'égard des élus locaux qui peut largement contribuer à l'unité nationale dont on a besoin aujourd'hui et que nous avons besoin de restaurer. Donc vous allez jouer le jeu. Donc moi, je ferai tout pour jouer le jeu à partir du moment où on nous en donne les moyens. Je suis même prêt sur un certain nombre de sujets à proposer qu'il y ait des référendums locaux. Hier, le président de la République a parlé de consultation, de dialogue, etc. Mais je dis, ouvrons aussi la porte à des référendums locaux sur des sujets dont se mêle toujours l'État. Et qui relèvent de votre niveau territorial. Et qui relèvent de votre niveau. Je pense à l'environnement, par exemple, où il y a quelque temps, on a voulu nous imposer des péages urbains. Est-ce que c'est pas au maire d'interroger sa population pour lui demander si elle est favorable ou pas à disposer de péages urbains? Donc vous allez entrer dans ce cycle, pour l'instant un peu indéfini, de négociations, de grands débats que Emmanuel Macron propose. J'y prendrai pleinement ma part et j'espère même pouvoir être un de ceux qui animeront ces débats locaux de manière pleine et entière sur tout un tas de sujets qui touchent aussi au pouvoir d'achat, mais aussi à la croissance, parce que bien évidemment, 10 milliards d'euros de mesures sociales, c'est important, mais comment les financer? Il y a un moment où la réduction des déficits publics, il y a un moment où le train de réforme qui a été engagé et qui sont de bonnes réformes sur le social, le travail, la SNCF, l'éducation, etc., ne doit surtout pas s'interrompre. Et là aussi, les collectivités ont une part à prendre. Vous allez demander à vos troupes, si j'ose dire, à la France audacieuse, ces centaines de maires que vous avez réunis, de prendre le pas d'Emmanuel Macron et d'essayer de travailler à ça? Oui, nous ferons des propositions, nous en avons. Par exemple, la disparition de la taxe d'habitation. Oui. C'est une bonne mesure. À la France audacieuse, contrairement à l'Association des maires de France, à laquelle j'appartiens, et je participe à ces travaux, mais qui dit on ne doit pas supprimer la taxe d'habitation. Oui. Vous dites si, il faut la supprimer. Il faut la supprimer, c'est un impôt injuste. Et on a même demandé à ce qu'elle soit supprimée à 100% et pas à 80%. Et nous avons eu gain de cause. Mais forcément, il faut la remplacer par une recette nouvelle. Et nous sommes plutôt favorables à ce que cette recette se fasse par la TVA. Car lorsque nous investissons et que nous créons des moteurs de croissance sur nos territoires, qu'il nous revienne une part de ces ressources par le biais de la TVA, par exemple 1,5% ou 2%, ce ne serait que justice. Pas un mot, semble-t-il, hier dans son allocution sur la dépense publique. Est-ce que vous pensez qu'on peut tenir comme ça? On va dépasser le seuil des 3% de déficit, seuil autorisé par Bruxelles. On repart dans la zone rouge. Où est-ce qu'il faut travailler sur la dépense publique? Où est-ce qu'il faut réduire la dépense publique?
Mais bien sûr qu'il faut réduire la dépense publique. D'ailleurs, le gouvernement a proposé qu'il y ait des contrats d'objectifs de signer avec les collectivités. Personnellement, je les ai signés pour la ville et pour la métropole. À savoir de ne pas dépasser 1,2% d'augmentation de nos charges de fonctionnement par an et ne pas être supérieur à 12 années de capacité de remboursement de notre dette. Je pense que l'État doit s'imposer les mêmes règles que celles qu'il impose aux collectivités. C'est essentiel, parce que sans ça, la dépense publique continuera de filer. Et il y a un moment les impôts reviendront à un moment où il faudra forcément compenser ce qu'on donne au plan social par une augmentation de la fiscalité, ce qui serait extrêmement mauvais pour la compétitivité de notre pays. Merci Christian Estrosi.